Et bonjour tout le monde et bonne année 2016. J'espère que vous avez tous passé un très agréable temps des fêtes. Mon nom est Mathieu Menet, je suis co-responsable de la fonction renforcement des capacités du réseau 1. Puis au nom du réseau 1, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce premier webinaire de 2016. On est bien content. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie Autier, Marie-Thérèse Lucier, qui présenteront sur les aspects de la recherche. Avant de commencer la présentation, je veux tout d'abord vous rappeler de quelques petits consignes. Cette séance est enregistrée afin de pouvoir être conservée dans la bibliothèque des présentations de Réseau 1. Donc, on vous invite à fermer vos micros pendant la présentation. Et je vois que vous avez tous fait ça, donc c'est parfait. Puis, à la fin de la présentation, vous pouvez poser des questions à Marie-Thérèse. Il y a deux façons. Vous pouvez lever votre main, une icône que vous pouvez cliquer dessus. Donc, comme ça, je vais être capable de vous repérer. Puis, vous pouvez poser votre question oralement à Marie puis Marie-Thérèse. Sinon, très simplement, vous pouvez écrire un message dans la boîte chat. Donc, ces messages-là, je vais les lire à la fin de la présentation. Puis, vous pouvez poser vos questions au cours de la présentation par chat, puis je vais les lire une fois que Marie-Thérèse et Marie ont terminé. Si jamais on a beaucoup de questions et on n'est pas capable de répondre ou poser votre question, bien, à ce moment-là, Daniel fera un suivi avec Marie et Marie-Thérèse, puis ils pourront vous répondre par courriel. Donc, nos invités aujourd'hui sont Marie Autier et Marie-Thérèse Lucier. Marie est professeure adjointe de clinique au département de médecine familiale, médecine de famille et de médecine d'urgence à l'Université de Montréal. Elle travaille comme agente de recherche à l'UMF de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis plus de 20 ans, où elle enseigne l'analyse critique de la littérature et le processus d'évaluation de la qualité de l'acte aux résidents et en médecine familiale. Depuis plus d'1 an, elle travaille aussi à titre de facilitatrice au sein du RSPUR de l'Université de Montréal. Marie-Thérèse, de son côté, est médecine de famille et est professeure agrégée au département de médecine de famille et médecine d'urgence à l'Université de Montréal, donc le même département. Et elle est directrice du RSPUR. Ses recherches portent entre autres sur l'analyse du processus de la consultation et la communication entre médecins généralistes et patients, ainsi que la gestion des maladies chroniques en soins de première ligne. Donc, merci à vous deux de participer à ces webinaires. Et sans plus tarder, on va prendre une minute pour changer de présentateur. Et je céderai la parole à Marie Autier. Donc, bonne conférence à tous. Alors, est-ce que la minute est passée? Est-ce que je dois le mettre en présentation? Très bien. Alors, c'est parti. Alors, bienvenue tout le monde. Bonjour, merci. Merci de prendre votre heure de lunch pour en apprendre un peu plus sur le processus d'approbation éthique de nos projets. Alors, je suis Marie-Thérèse Lucier. Et moi, je suis Marie Autier. Alors, ça nous a fait plaisir de collaborer à la préparation de la journée d'aujourd'hui. C'est un peu, on va essayer de se donner chacune une place appropriée au niveau de l'écran, mais on a partagé la présentation des diapos de façon, on a tenté équitable. Donc, on veut vous entretenir. Malheureusement, ici, Share My Webcam. Encore, excusez-nous. Donc, vous avez encore le titre devant vous. On va juste ajuster ici à l'écran parce que ça nous empêche de voir notre diapo. Très bien. Donc, on n'a pas la prétention aujourd'hui de nous présenter, Marie et nous, comme des expertes du point de vue de l'éthique, mais on a eu à s'interroger sur les processus et comment expliquer de façon plutôt simple les processus d'approbation éthique, entre autres à la population des résidents de médecine de famille qui désirent faire des projets,
d'une part, et beaucoup maintenant les cliniciens dans nos UMF qui désirent eux aussi s'impliquer dans des projets de recherche. Donc, l'initiative qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un travail qu'on a fait au niveau de notre rappel de l'Université de Montréal depuis à peu près 1 an maintenant, suite à ce besoin qui était ressenti et exprimé par nos collègues cliniciens, résidents et superviseurs, plus que chercheurs en fait. Et puis, ce travail-là a donné lieu à la rédaction d'un premier guide qui ne veut pas se substituer à toute la quantité d'informations que les gens peuvent trouver sur les sites des différents comités d'éthique des établissements, mais plutôt un guide, comme je dis, simplifié du processus. Donc, la deuxième diapo, bon, premier problème, on n'a pas de... Ça devrait changer. Mais la deuxième diapo, en attendant qu'on règle le problème technique, c'est la déclaration de nos conflits potentiels d'intérêt. Marie n'en avait aucun à déclarer. Et moi, j'ai... c'est ça, il y a un petit processus. Et moi, j'ai déclaré avoir reçu des honoraires de la compagnie Merck pour la conception d'un atelier de formation à la communication dans le cadre de la vaccination au cours de l'année 2015 et j'ai obtenu des fonds de recherche dans un cadre d'une demande de recherche avec partenariat avec l'IRSC de la compagnie AstraZeneca et TELUS Santé. Alors voilà pour les conflits potentiels d'intérêt. Alors la troisième diapo, comme on va sans doute régler notre petit problème de diapo à changer, on va vous dire oralement les objectifs que nous poursuivons aujourd'hui. Alors, le premier, c'est de présenter différents types de projets et discuter de ceux qui doivent obtenir une approbation éthique. Identifier à quel comité d'éthique de la recherche la demande doit être acheminée selon le type de projet. Discuter des modalités de traitement d'une demande par le comité d'éthique de la recherche en fonction du niveau de risque d'un projet. Et offrir des trucs et astuces pour faciliter le processus de demande d'approbation multicentré. Ça semblerait être un besoin ressenti de plusieurs d'entre nous, étant donné les modifications récentes à ce niveau-là. Donc, je vais passer la parole à Marie. Bon, alors voilà, on va d'abord revenir ensemble sur les responsabilités et compétences là, mais des comités d'éthique, mais vraiment très rapidement. En fait, nous autres, ce qui nous a amené à faire cette distinction-là, c'est tout simplement que, après ma barre, ce qu'on croyait être clair pour les cliniciens ne l'était pas, à savoir quelle est la différence entre un comité d'éthique clinique versus un comité d'éthique de la recherche. Donc, rapidement, là, parce que probablement que les gens qui nous écoutent le savent, les responsabilités des comités d'éthique de la recherche, c'est d'évaluer la valeur scientifique et l'utilité des projets soumis, même si l'évaluation de la valeur scientifique aura été faite par quelqu'un d'autre, normalement quand c'est soumis pour approbation, mais ça fait partie aussi des responsabilités des comités d'éthique d'évaluer les valeurs scientifiques des projets. Ensuite de ça, le point central, d'examiner les projets soumis pour s'assurer qu'ils respectent les principes éthiques. Et finalement, faire le suivi des projets jusqu'à leur publication. Donc, on voit donc que le rôle des comités d'éthique est bien plus s'arrête pas une fois l'approbation donnée, mais se rend jusqu'au terme de la recherche et même de sa publication. Alors, au niveau de l'examen éthique, le comité va s'assurer que le projet est valide scientifiquement et pertinent pour la communauté, comme je le disais, qu'il est équilibré au niveau des avantages et des risques encourus par les participants, qu'il respecte l'intégrité des participants, qu'il prévoit des mesures pour assurer que le consentement est donné librement et de façon éclairée et qu'il est continu. On pourrait aussi rajouter qu'il est continu, de sorte que ils vont vérifier aussi qu'il y a des mesures pour assurer que le participant peut interrompre son consentement sans risque de représailles et donc quitter une étude. Et s'assurer aussi que la vie privée et la confidentialité des données sont protégées. Donc, c'est les points
qui vont être examinés dans le cadre d'un examen éthique. Bien entendu que selon la variabilité des projets, il pourrait y avoir d'autres points secondaires là, qui seraient aussi examinés. Au niveau des compétences, alors on revient sur les compétences des comités d'éthique. Ici, là, rapidement, il faut vous dire qu'on parle des comités d'éthique qui s'occupent des études avec sujet humain, même si on sait que des comités d'éthique avec les animaux, mais dans le cadre de notre présentation, on n'en parlera pas. Donc, c'est quoi les compétences des comités d'éthique? C'est important de les connaître. C'est d'évaluer les projets de recherche qui sont menés avec des sujets humains. Et le mot recherche a fait, quand on regarde un peu dans la littérature sur le sujet, on se rend compte que le mot recherche, là, c'est un mot qui a fait l'objet de plusieurs réflexions. À ma connaissance, la définition la plus récente qui a été donnée au mot recherche, c'est la démarche visant le développement de connaissances au moyen d'une étude structurée ou d'une investigation systématique. C'est le terme qui est retenu à ce jour. Et c'est des projets, ils vont évaluer des projets de recherche qui sont menés avec des sujets humains. Et les sujets humains, c'est considérer toute personne vivante, les cadavres, les restes humains, le matériel biologique, les liquides organiques, les embryons, les fœtus ou les renseignements se rapportant à des personnes. Donc, ce sont les compétences des comités d'éthique. On va en parler vraiment très brièvement ici, mais dans le cadre de notre réflexion, et on voulait peut-être en revenir un peu avec vous autres, comme vous le savez, dans les unités de médecine familiale, les projets qui se mènent sont le plus souvent soit des évaluations de la qualité de l'acte ou encore des petits projets de recherche, des petits à gros projets de recherche. Mais il y a deux types de projets qui se mènent dans les unités de médecine familiale. Alors, centrer un peu, apparemment. Alors, ça nous a amené, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, on a des évaluations de la qualité de l'acte qui sont faites inter-UMF, donc dans le réseau, par exemple, de l'Université de Montréal, on a eu récemment des évaluations de la qualité de l'acte qui ont été faites entre 2, 3, 4 ou 5 UMF. Et on a aussi, via le réseau notamment, des évaluations de la qualité qui se mènent maintenant inter-rappel. Donc, ça nous a amené à nous poser la question, parce qu'il fallait voir si elle devait être soumise à un CR. Est-ce que l'évaluation de la qualité de l'acte doit être soumise à un comité d'éthique? Alors, qu'est-ce qui est dit à cet égard-là? C'est que les études d'évaluation ou d'amélioration de la qualité n'ont pas à être soumises à un comité d'éthique si elles servent exclusivement, et je pense que le mot exclusivement est très important, à des fins d'évaluation, de gestion ou d'amélioration. Toutefois, c'est nécessaire de demander au CMDP l'autorisation pour accéder au dossier. Donc, cette autorisation-là doit être donnée avant de commencer une évaluation de la qualité de l'acte. Par ailleurs, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on peut avoir une portion qui va être de l'amélioration de la qualité de l'acte. Par exemple, l'an passé, on a fait des projets où il y avait 2 ou 3 UMF qui étaient impliqués. Donc, ces UMF-là utilisaient la même grille d'évaluation de la qualité et faisaient leur évaluation localement dans chaque milieu. Donc, ça servait exclusivement à des fins d'évaluation, de gestion ou d'amélioration et c'était considéré comme des EQA. Cependant, dans la mesure où, après coup, on voulait regrouper ces données-là, non nominales, bien entendu, pour extraire des résultats, alors là, ça devenait un projet de recherche parce que ça ne servait plus exclusivement à des fins d'évaluation de gestion ou d'amélioration. Donc, ces projets-là devaient être soumis à un comité d'éthique. Donc, ça dépend ce qu'on veut faire avec les données. Et finalement,
juste un petit mot pour dire que dans les cas où une publication serait envisagée, il y a vraiment une tendance lourde. Vous avez des références à la fin de cette présentation-là qui sont à l'effet de soumettre au comité d'éthique tout projet qui a été mené avec des humains, que ce soit une évaluation de la qualité ou une recherche. Donc, je vais terminer là-dessus, mais on voulait quand même faire un petit peu le point sur les évaluations de la qualité. OK, ici on a un petit ajustement. OK, alors à quel comité d'éthique faut-il acheminer les demandes? Alors, il y a 3 grands types de comités d'éthique. Il y a les comités d'éthique qui sont dans les établissements, là, par exemple les hôpitaux. Les comités d'éthique universitaires, alors par exemple, il y a le CERUL, il y a le CERES, et celui de McGill, je ne sais pas vraiment son nom, mais il y a les comités d'éthique universitaires. Et finalement, il y a le comité central d'éthique de la recherche qui est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui remplit des fonctions particulières. Alors, je vais prendre la relève et aujourd'hui, il ne sera pas tellement question il ne sera pas question du comité central d'éthique pour la simple raison qu'on a visé beaucoup le travail qui se fait dans les UNF de nos 4 rappels. Mais c'est certain que si c'est une clinique qui est hors établissement, qui participe, le comité central devra être impliqué dans l'évaluation éthique du protocole. Alors, il y a 4 aspects à considérer avant de soumettre une demande dans un comité d'éthique. Puis le premier auquel on s'est coltaillé, et qui n'est pas explicite dans les documents qu'on a consultés, c'est le statut de la personne qui soumet la demande. La raison pour laquelle on apporte cette notion-là ici, c'est que la plupart des documents officiels des comités d'éthique ou des organismes subventionnaires réfèrent au demandeur comme étant le chercheur ayant un statut de chercheur autonome ou de chercheur ou un équivalent de chercheur autonome qui a déjà fait ses preuves d'être en mesure de superviser et d'effectuer des travaux de recherche. Alors, on trouvait ça important de le mentionner parce qu'actuellement, on a des idées de recherche et des protocoles de recherche qui émanent de nos résidents qui souvent n'ont aucune formation préalable à la recherche et aucun statut particulier, ou encore nos collègues cliniciens qui ont un grand intérêt à poursuivre l'investigation d'une question clinique ou organisationnelle et qui n'ont pas de statut. Et ces personnes-là, quand elles arrivent avec un projet, doivent savoir qu'elles ne pourront probablement pas seules présenter leur projet, mais devront s'associer à une personne qui a le fameux statut de chercheur. À tout le moins, c'est notre compréhension. Hein, Marie, après avoir épluché les documents, on sera très heureux de partager, d'avoir vos questions, vos commentaires là-dessus. On trouvait ça important, surtout dans le contexte là, que je viens de mentionner, qu'on a maintenant des personnes qui ne sont pas, quote unquote, des chercheurs, mais d'autres personnes qui pourraient être les premiers demandeurs pour une approbation éthique. La deuxième question à considérer, c'est est-ce qu'il y a la présence d'un comité d'éthique de la recherche dans l'établissement du demandeur où il y aura la réalisation du projet. Comme Marie le disait d'entrée de jeu, dans les 2 dernières années, on a eu l'occasion d'entendre beaucoup de nos collègues cliniciens ou résidents dire ben il y a un comité de la recherche, il y a un comité clinique, ils connaissaient le comité clinique d'éthique dans l'hôpital, puis ils pensaient que c'était le même pour la recherche. Donc, déjà, de faire cette distinction-là, puis de se poser la question, est-ce qu'il y a un comité d'éthique à la recherche dans mon établissement? Parce qu'il n'y en a pas partout. Le troisième point qu'on a considéré, est-ce que mon projet est monocentrique, donc se faisant dans un centre, versus est-ce qu'il se fait dans plusieurs centres? Alors, ça aussi, on va voir que les procédures sont différentes. Plusieurs de nos résidents vont faire des projets pilotes qui se passent dans une unité et donc on verra que la procédure est beaucoup plus simple que la procédure multicentrée. Et finalement, il faut tenir en compte les caractéristiques de la population qui est à l'étude parce qu'il y a des particularités au niveau de l'approbation si on s'adresse à des mineurs. On a de certains de nos résidents qui ont fait des projets auprès des adolescents.
entre autres. Et à ce moment-là, ça demande une approbation par un comité d'éthique de la recherche désigné, donc particulier. Même chose pour les clientèles vulnérables. On peut penser aux personnes aux prises avec des problèmes de démence, des problèmes cognitifs ou des problèmes graves de santé mentale. Donc, quand on est avec devant quelqu'un qui se pose la question « qu'est-ce que je dois faire ?» Voici un genre de premier algorithme des choses, des questions auxquelles il doit répondre. Alors, Marie, je pense, prenez la... Alors, à partir de ce point-ci, on va y aller, je dirais, concrètement. Alors, Marie-Thérèse vient tout juste de vous dire qu'il y a des projets qu'il faut se poser la question est-ce que j'ai un projet multicentrique ou monocentrique? Alors, cette diapositive-là concerne les projets non multicentriques, donc monocentriques. Alors, la question qui se pose, c'est à quel comité d'éthique je dois déposer la demande d'un tel type de projet. Et ça peut apparaître simple, mais encore là, quand on n'est pas familier, et même quand on est un peu familier, il faut vérifier là, pour savoir à quel comité on va déposer. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un comité d'éthique reconnu dans l'établissement? Si la réponse est positive, alors c'est simple, la demande d'approbation sera déposée dans ce comité d'éthique-là. Si la réponse est non, alors il y a deux options. C'est que dans certains hôpitaux, ils n'ont pas de comité d'éthique comme tel, mais ils ont une entente de délégation avec un autre établissement qui fera les évaluations éthiques pour l'établissement qui n'a pas de comité d'éthique. Et donc, dans ces cas-là, le projet va être dirigé vers l'établissement où il y a une entente de délégation. Et finalement, il y en a qui n'ont ni comité d'éthique, ni entente de délégation. Dans ces cas-là, les projets seront évalués par les comités éthiques de l'université. Alors ça, c'est pour les projets monocentriques. Maintenant, on va prendre un petit peu plus de temps pour les projets multicentriques parce que, d'une part, c'est un petit peu plus complexe, mais d'autre part aussi parce que dans le réseau 1, on est appelé de plus en plus, comme je le disais tantôt, à travailler ensemble, les 4 appels, et donc, nécessairement, on aura des projets multicentriques et la même chose pour les projets de résidents ou de cliniciens qui impliquent plusieurs UMS. Alors, juste une petite histoire. Jusqu'à tout récemment, les projets multicentriques, quand on avait un projet, une recherche qui se déroulait dans plusieurs centres, il fallait faire une demande d'approbation éthique dans chacun des établissements concernés. Alors, si le projet se déroulait dans 5 centres, il fallait que le projet soit examiné par les 5 comités d'éthique des 5 établissements. Récemment, donc en novembre 2014, il y a eu le dépôt d'un cadre de référence qui introduit une nouvelle approche pour l'autorisation des projets de recherche multicentriques. Vous avez la référence en bas de votre diapo et le lien est donné aussi à la fin de la présentation. Et ce cadre de référence-là, entre autres, ce qu'il vise, c'est à faciliter le processus lors de projets multicentriques. Son entrée en vigueur a été le 1er février 2015, mais il est en transition, il y a une transition jusqu'au 31 mars 2016. Donc, on est encore en période de transition. Alors, ce nouveau processus-là amène un gros changement, c'est que maintenant, il y a un seul examen éthique qui est effectué par ce qu'on appelle un comité d'éthique de recherche évaluateur. Alors donc, on n'a plus à le présenter si on reste toujours dans un projet qui se déroule dans 5 établissements, on n'a plus à le présenter dans 5 établissements, mais bien dans un seul. Et cet examen éthique-là va, donc, lorsqu'il y a approbation éthique, par exemple, va être reconnu d'emblée par tous les établissements qui participent à l'étude. Donc ça, c'est, vous pouvez voir, un gros changement. Toutefois, même si l'examen éthique est reconnu d'emblée par tous les établissements, ça n'oblige pas les 4 autres établissements, par exemple, à accepter que le projet se réalise dans leur mur. Ils ont la possibilité,
via la convenance institutionnelle, on y reviendra tantôt, de décider s'ils acceptent que le projet se réalise ou non dans leur pays. Alors, c'est donc le nouveau processus d'évaluation. Alors, concrètement, comment ça se passe pour un chercheur qu'il soit clinicien, résident ou chercheur autonome, c'est le même processus. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il devra faire? C'est qu'il devra faire une demande auprès du comité d'éthique de la recherche afin de vérifier si ce comité-là accepte, s'il a les compétences notamment, ou non, donc refuse d'agir comme comité évaluateur. Donc, c'est la première étape. Ce n'est pas de soumettre la demande, c'est vraiment de faire une demande auprès d'un comité d'éthique pour s'assurer que celui-ci va accepter d'agir comme comité évaluateur. Le comité d'éthique évaluateur va faire une évaluation rapide, ça se passe en moins d'une semaine, et il va faire une déclaration, ce qu'on appelle une déclaration. Alors, dès qu'il reçoit la déclaration, dans cette déclaration, elle sera positive ou négative, mettons le cas où elle est positive. Donc, dès que le chercheur reçoit la déclaration que le comité d'éthique accepte d'agir comme comité évaluateur, il peut à ce moment-là amorcer le processus de soumission de demande d'approbation éthique. Et donc, il enverra la demande d'approbation éthique au comité évaluateur. Dans le cadre de notre petite demi-heure qu'on est en train d'y arriver, évidemment, il y a un ensemble de documents, de formulaires, d'exigences qui doivent être répondus. Et ce qu'on vous suggère fortement, c'est de vérifier auprès du comité évaluateur quelles sont ces exigences-là pour chacune des étapes dont on va vous parler. Donc, dès qu'il reçoit la déclaration, comme je disais, le chercheur peut soumettre sa demande, mais il peut également commencer la demande d'évaluation de convenance. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait approbation, donc la réponse du comité évaluateur pour commencer nos demandes d'évaluation de convenance, mais on peut le faire dès qu'on a la déclaration qu'on a un comité évaluateur. Donc, toutes les demandes peuvent être envoyées au site participant à la recherche et notamment on devra déposer cette déclaration-là qu'on a un comité évaluateur et d'autres documents. Encore une fois, on vous invite fortement à consulter les établissements pour chacune de leurs exigences et juste garder en tête que tous les établissements sont en train de mettre en place des comités de convenance, de faire la transition et que des fois, ce n'est pas encore bien installé et surtout pas très bien relié. Et donc, une fois que, simplement vous dire que aussi, l'autre chose, c'est que le chercheur peut commencer le recrutement des participants dès qu'il reçoit le certificat de convenance de ce site. Évidemment que le recrutement des participants va commencer à partir du moment où il y aura approbation éthique et certificat de convenance. Donc, les deux conditions sont requises, mais les chercheurs ne sont pas obligés d'attendre d'avoir l'ensemble des certificats de convenance de tous les sites participants pour commencer le recrutement des participants. Puis on sait que ça ne va pas à la même vitesse dans les établissements. Alors, merci Marie. Alors, j'espère que ça va vous avoir un peu simplifié la procédure multicentrique. Alors, j'ai quelques participants ici dans la salle. Alors, si mon regard me regarde, si je ne vise pas la caméra, quelquefois, c'est parce que j'ai mes 3 participantes ici qui nous aident à garder le focus. Alors, dans les 2 prochaines diapos, on nous avait demandé de partager avec vous un genre de, pardonnez-moi l'expression anglaise, un genre de timeline pour aider les gens à évaluer le temps requis pour toute cette procédure-là. Et ça, c'est un autre des besoins, entre autres chez les résidents et les médecins cliniciens qui veulent que ça aille vite. Ils n'ont aucune idée du temps requis pour ces évaluations éthiques et je vous dirais que leur degré de frustration est proportionnel au temps qui passe sans qu'ils comprennent. Donc, on voulait leur donner une idée.
pour leur permettre de se préparer et de gérer leurs émotions vécues par rapport à leur relation avec les comités d'éthique qui sont là finalement pour nous aider et pour s'assurer et protéger nos patients. Donc, la planification de la demande, d'abord évidemment l'évaluation scientifique du projet, elle va de soi, mais encore là, il y a des résidents qui ne savaient pas que leur projet devait d'abord être évalué du point de vue scientifique avant de le soumettre. Et ça, évidemment, selon, je dirais, la complexité du projet, ou est-ce que c'est un projet qu'on soumet à un organisme subventionnaire, ou c'est un projet qui se fait maison, et où un comité ad hoc peut attester de la valeur scientifique du projet, mais ça peut varier de quelques semaines à quelques mois. Et si on ne parle pas du temps pour développer le protocole, on s'est dit que les gens qui étaient ici aujourd'hui savaient le temps que ça prenait pour développer un protocole. Donc, mais son évaluation scientifique peut vraiment prendre de quelques semaines à quelques mois pour qu'on ait non seulement les sous, mais l'approbation de la valeur scientifique. Ensuite, il y a la demande au comité d'éthique afin de vérifier s'il accepte au comité évaluateur, le comité, une fois qu'on l'a identifié, est-ce qu'il accepte d'agir comme comité évaluateur. Ça, dans les documents mis à disposition, on nous dit que c'est un délai de 5 jours. C'est environ, disons, une semaine. Donc, c'est quelque chose qui est très court. Et comme Marie vous a dit, c'est un processus qui est très léger. C'est souvent un courriel envoyé à l'adjointe du comité d'éthique. Et c'est un processus qui demande très, très peu de documentation et qui est très rapide. Donc, c'est léger et je pense que pour les chercheurs, c'est vraiment un grand acquis. Finalement, ce qui est un peu plus long, c'est la préparation et l'envoi de la demande en bonne et due forme au comité évaluateur. Donc, vraiment, c'est là qu'on est sur les sites de chacun de nos comités, du comité d'éthique évaluateur, qui nous indique l'ensemble des exigences pour que notre documentation soit jugée complète et évaluable. Donc, les connaissances des exigences requises par le CER et le calendrier de dépôt. Le calendrier est public et habituellement, on nous demande de déposer au moins 21 jours avant la date du prochain comité plénier où les projets soumis sont discutés. Il y a toujours un formulaire de dépôt qui peut être manuel, électronique, PDF à compléter. Chaque CER a ses propres procédures. Évidemment, le protocole de recherche doit être annexé avec l'ensemble des documents, questionnaires, outils, feuillets d'information pour le patient, publicité, façon de recruter. Donc, protocole de recherche et toutes les annexes nécessaires pour que le comité d'éthique puisse évaluer le projet. Formulaire d'information et de consentement. L'écriture d'un formulaire de consentement, c'est long. C'est pour ça qu'on a mis que ça peut varier de 2 à 4 semaines, presque à temps plein, par un agent de recherche, selon la complexité du projet, évidemment. Le fait de devoir vraiment respecter les consignes et les gabarits de chacun des comités évaluateurs. On en a juste un, heureusement. À l'époque, quand on en avait plusieurs, c'est ça qui était très long. Évidemment, il faut préparer habituellement encore dans beaucoup de centres, environ 12 photocopies de cette immense somme de papier. Donc, il faut le budgéter également. Et donc, ça, on a évalué, estimé là, ce processus-là de 2 à 4 semaines. Évidemment, il faut faire parallèlement à ça, dès qu'on a l'acceptation comme comité évaluateur, toute la préparation de la demande d'examen de convenance. Et là, bien, selon le nombre de sites que vous allez impliquer dans votre recherche, bien, ce sera autant d'examens de convenance qui auront probablement des petites procédures différentes. Mais là aussi, c'est un processus qui est beaucoup plus léger. Les gens ne prennent pas le protocole, ils prennent un résumé. Si je me souviens bien, il n'y a pas de CV, mais encore là, ça, c'est très, très bien inscrit sur les sites des établissements. Okay? Mais c'est un processus qui est beaucoup plus léger, et vous pouvez le débuter dès que vous avez identifié votre CER évaluateur, sans attendre l'approbation. Et là, on a indiqué à peu près une période de 2 mois allouée aux communications entre le CER évaluateur et les chercheurs, l'équipe de chercheurs, durant l'examen du projet. Souvent, il y a des questions, il y a des échanges, il y a de la documentation qui peut avoir été incomplète malgré tous nos efforts. Et on peut nous demander, suite à l'examen en comité plénier, des ajouts, des corrections, entre autres au formulaire d'information et de consentement. Et puis, évidemment, la plupart des chercheurs sont invités à aller présenter leur projet au comité plénier. Ce n'est pas une obligation, mais c'est souvent une occasion d'aller expliquer de vive voix votre projet. Et suite à ça, il y a la correspondance qui suit.
et la correspondance qui suit l'envoi des corrections et des ajustements. Donc, on pense que 2 mois, c'est quand même conservateur pour la plupart des projets pour ce processus-là. Ça peut aller, on a des expériences avec 6 mois, mais disons qu'en général, on peut peut-être dire de 2 à 3 mois. Donc, je vais donner vraiment rapidement 2 projets multisites qui ont été soutenus par le réseau 1 que j'ai eu le plaisir de diriger. Le premier, c'est un projet qui s'appelle la gestion des échantillons des médicaments dans nos rappels, dans les UMF. Donc, les 4 rappels ont participé, 50 UMF. Et puis, ben ça, c'était à l'époque de l'ancienne procédure d'approbation éthique. Et donc, on a dû faire 4 soumissions dans les 4 universités. Et puis, en général, tout le processus dans chacune des universités a pris 2 mois, mais le processus total a pris 6 mois parce qu'il y a eu des délais. Donc, dans un projet, heureusement, on pouvait commencer dans les projets qui avaient été acceptés dans chacun de nos rappels, mais encore là, quand on voit grand, qu'on veut faire des études qui incluent plusieurs rappels, il faut s'assurer d'avoir planifié ce temps-là. Un projet qu'on est en train de faire en ce moment, qui est Discutons Santé, qui implique 2 rappels, mais où l'approbation éthique a eu le plaisir de se prévaloir de la nouvelle procédure multicentrique. Je dois dire que malgré le fait que la loi 10 arrivait à peu près en même temps et que les établissements se regroupaient, se cherchaient, quand même, tout s'est fait en dedans de 2 mois, là aussi. Par exemple, le projet au Québec, c'était aussi l'ISS des Laurentides. On a soumis le 18 juin. On a eu une lettre d'approbation comme comité évaluateur le 22 juin. Donc, c'est très, très bien. Et puis, on a eu une approbation éthique à la mi-juillet. Donc, ça a été vraiment rondement. Et puis, les examens de convenance, ça a pris entre 5 jours et 1 mois selon les établissements. Puis, entre autres, je pense que c'est attribuable aux effets secondaires de la loi 10, les changements d'établissement, ce qui fait que les gens ne savaient plus qui était le responsable du comité et où était le comité dans l'établissement. Donc, on finit avec trucs et astuces pour faciliter le processus de la demande d'approbation. Il y en a juste 2. Je pense que ça va être assez clair avec ce qu'on vous a dit. Prévoir un temps et un budget suffisant dans la gestion du projet pour le processus d'évaluation éthique. Et ne pas hésiter à communiquer avec vos comités d'éthique pour préciser les procédures exigées et en garder des traces. Et on a mis Pivot là, c'est un petit clin d'œil à un projet que je vais vous présenter dans le prochain webinaire, qui est le projet Discutons Santé. Ce sont les caractéristiques communicationnelles qu'on enseigne aux patients pour mieux communiquer avec leurs intervenants. Alors, ce serait la même chose pour les chercheurs avec leur comité d'éthique. P pour présenter de façon claire et assez succincte nos demandes. I, s'informer, poser nos questions. Ils répondent, ils sont habituellement très réceptifs aux demandes et ils répondent en temps opportun. Ne pas hésiter à vérifier si vous avez un doute. Plutôt que de travailler plusieurs heures et de faire du travail inutile, téléphonez à votre responsable du comité d'éthique et posez la question. Ça va probablement vous sauver beaucoup de temps. Et puis, le oser, c'est oser exprimer vos préoccupations chez les patients. Et certainement, peut-être, ça va peut-être mieux vous aider ici à gérer vos états d'âme associés aux lenteurs qu'on identifie dans le processus. Mais je pense qu'en sachant que le processus est long au départ, nos attentes sont adaptées. Donc, à la fin du document, vous allez voir les références principales, mais surtout une liste de liens utiles avec les hyperliens. On a répertorié l'ensemble des comités d'éthique en santé de chacune des universités. Et puis, je reviens. Et d'autres documents, l'énoncé des politiques des 3 conseils, le répertoire des établissements et le cadre de référence. Alors, on vous remercie. On est prêt pour les commentaires et les questions. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Non. Merci beaucoup, Marie-Autie. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. C'était super. Je vais juste prendre le contrôle maintenant de la présentation.
OK, donc on est merci. Ça, je pense que ça a beaucoup éclairci les différentes étapes et les raisons pour lesquelles on demandera une approbation éthique pour différents types de projets. Pour moi, ça a été très, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais j'essaie de donner un peu la chance aux autres de poser leurs questions. Vous pouvez faire ça par deux façons. C'est juste un rappel. Donc, dans le fond, vous pouvez lever votre main. Et je vous encourage à faire ça, de lever votre main puis poser vos questions oralement pour vraiment profiter de l'expertise que vous avez devant vous et des expériences de Marie-Thérèse qui a déjà eu cette vécu-là d'avoir plusieurs projets monocentriques et même multicentriques. Donc, ça, c'est une façon. Sinon, vous pouvez poser vos questions par écrit dans la boîte de questions. Donc, je vais les lire au fur et à mesure qu'ils apparaissent à l'écran. Peut-être que je commencerai juste avec une question juste en attendant que le monde lève leurs mains. Dans le fond, moi, j'avais une question plus sur un peu la structure de ces comités-là. Je ne sais pas si c'est plus Marie-Auté qui va être capable de répondre à ces questions-là, mais encore plus, quand il y a un rôle important d'un comité multicentrique, est-ce qu'il y a des guidelines sur qui peut faire partie de ces comités-là? Puis, est-ce qu'il y a un besoin, vous sentez qu'il y a des gens avec une expertise dans nos domaines qui nous touchent, comme dans les services de santé, recherche sur les services de santé en première ligne, ou c'est la recherche plus d'évaluation de la qualité, ou c'est du projet clinique en première ligne? Est-ce qu'on voit cette expertise-là dans ces comités-là? Puis, est-ce qu'il y a un besoin que ces comités-là soient plus familiers avec notre domaine de recherche? C'est une excellente question. Je vais commencer. Marie-Thérèse aura sûrement des choses à rajouter, là. Alors oui, il y a une composition, puis malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, là, je l'avais mis, puis je l'avais enlevé, là, mais il y a des règles de composition, c'est-à-dire qu'il faut... c'est ça, il y a un expert en éthique, il y a un membre de la communauté, il faut qu'il y ait un expert dans le domaine aussi. Donc, il y a un ensemble, sont 6 à 7 personnes là, qui constituent la base des comités d'éthique. La deuxième question est fort intéressante. Est-ce qu'ils sont toujours au fait de ce que c'est que des évaluations de la qualité de l'acte, en fait, les particularités reliées à la médecine familiale? Je vous répondrai d'emblée non. Moi, j'ai eu des expériences où il a fallu vraiment démêler avec le comité d'éthique ce qu'il en était, qu'on était dans un processus de démarche d'évaluation de la qualité de l'acte, qui ne savait pas ce que c'était une évaluation de la qualité de l'acte. Parce que, en fait, ces comités-là, moi, ce que je me suis rendu compte, puisque l'éthicienne du comité d'éthique de Maisonneuve m'avait dit à l'époque, c'est qu'ils ne sont pas habitués à recevoir des demandes de médecine de famille. Ils sont plus habitués à recevoir des demandes de chercheurs pour des essais cliniques, des trucs comme ça, de sorte qu'ils ne sont pas nécessairement à l'aise avec nos demandes. Et ils l'analysent aussi avec leur prisme habituel, leurs lunettes habituelles, alors que nous autres, il faudra peut-être des fois une autre lunette. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Marie-Thérèse. Moi aussi, je trouve que la question est très bonne. On a fait des choix là, dans ce qu'on voulait vous présenter, parce que ça, l'information que tu demandes, Mathieu, elle est habituellement très claire sur la page d'accueil des comités d'éthique, des établissements et universitaires. C'est quoi la composition et habituellement même les membres sont identifiés. Alors, à savoir si chaque comité doit avoir un représentant des soins de première ligne ou des services de santé, je ne crois pas, de mon souvenir, sous toute réserve, que ça fasse partie des conditions. Marie les a ici, là, dans le document. Alors, au moins 2 personnes ayant une expertise dans les domaines de recherche du comité d'éthique. Et ça, c'est large. Une personne ayant des compétences en éthique, une personne ayant des compétences en droit, un membre de la collectivité et un membre étudiant. Ça, c'est les normes qui viennent de la Gazette officielle du document. Alors, moi aussi, pour avoir été invitée à aller présenter des projets qui se faisaient en première ligne, et surtout depuis l'avènement du rappel, là, du RSPUM, j'ai été appelée moi-même à aller défendre des projets. Et puis, de toute évidence, il y avait une incompréhension entre
moi, c'est contrairement à Marie, le comité d'éthique m'a dit, bien, il y a un cadre réglementaire qui voit à l'évaluation de la qualité dans l'établissement. Pourquoi vous venez nous présenter ce projet-là au comité d'éthique? Alors là, j'ai dit, on l'a fait parce que pour nous, puis là, c'était du terrain qu'on déblayait, on s'est dit, bien, l'idée de l'évaluation de la qualité, habituellement, c'est intra-établissement. C'est pour l'établissement, c'est pour savoir quelle est notre performance et comment apporter des correctifs dans ce cadre-là. Et dans ces projets-là, on voulait agréger des données qui provenaient de plusieurs institutions, comme tu disais, dénominalisées, mais quand même, et là, on avait d'autres objectifs. Et il n'y avait rien d'écrit là-dessus. Fait qu'on s'est dit, on va jouer safe, on va le proposer au comité d'éthique. Mais tant qu'à eux, quand ils lisaient notre protocole, ils disaient, ça ne relève pas du comité d'éthique, mais puisque vous nous le demandez, on va vous faire une approbation parce qu'on n'y voit pas d'objection. Et à ce moment-là, je leur ai dit, vous savez, on va revenir souvent pour des projets comme ça maintenant. Et puis, ils avaient ce comité-là, c'est anecdotique, là, mais je pense qu'il y aurait peut-être un besoin d'une petite tournée des différents comités d'éthique de la province, qu'on se divise ça entre appels et qu'on aille demander une petite audience pour expliquer les activités, entre autres, qui se font dans les rappels. Je ne sais pas si ça... Là. Donc, je veux juste vous dire que moi, je vois qu'il y a une main qui est levée. Donc, je vais demander à Daniel de laisser m'aider à laisser cette personne parler. Puis, je pense qu'il y a au moins 6 questions par écrit. Donc, oh, il y a maintenant 2 mains levées. Donc, Daniel, est-ce que vous pouvez aider? Oui, parfait. Vous êtes en ligne, merci. Marc-Claude? Ah, mon Dieu, je n'avais pas levé la main, mais je peux dire à Marie-Thérèse que j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, comment ça que j'apparais, je n'ai même pas levé la main. Mais alors, je veux juste dire que ça va être très simplifié de fait à cause de tout ce qui est arrivé là, avec les CIUS et tout ça, parce que nous autres, on avait eu beaucoup de misère là, au niveau des comités de convenance et tout ça, quand il y a eu tout le processus là, de changement d'intervenants. Puis s'il y a un processus plus simple et qu'on est facilement au courant de ça, ça va aider les gens. Voilà. Merci. OK. Daniel, je vois aussi la main de Marie-Dominique. Bonjour. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis avec Emmanuelle Marceau, notre éthicienne. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on peut faire 2 petites interventions. Emmanuelle aurait peut-être une petite question à poser, mais moi, je voudrais bien sûr d'abord dire bonjour et puis vous féliciter pour l'initiative. Puis effectivement, c'est vraiment intéressant. Et puis surtout, l'idée que vous disiez de faire des fois le tour des comités éventuellement, comme rappel, il y a quelque chose d'intéressant là. Je laisserai... Emmanuel avait une question de clarification. C'est sûr qu'on a écouté avec beaucoup d'attention, vu l'approche que vous nous avez faite, Marie-Thérèse et Marie, à laquelle on voudrait donner suite. Là, mais, donc, Emmanuel, il y avait une question de clarification qu'elle aurait aimé poser. Oui, alors bonjour, merci pour votre présentation, bien intéressant. Je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris au niveau de la convenance. Vous avez fait la distinction entre la convenance institutionnelle et la convenance éthique. Mais est-ce que ça se peut que vous avez mentionné que la convenance institutionnelle, quand il y avait un projet de recherche multicentrique, que lorsqu'on avait la convenance institutionnelle, on pouvait aller de l'avant et commencer le projet sans nécessairement avoir eu le certificat éthique ou est-ce que c'est... Non, c'est le contraire. C'est moi qui... Très bien, c'est au contraire. M'assurer, oui, c'est ça. Absolument, il faut l'approbation éthique et le certificat de convenance pour pouvoir commencer le recrutement. Oui, pour pouvoir débuter même le recrutement des participants à la recherche. Parfait, on est sur la même ligne, alors merci beaucoup. On aura sûrement l'occasion de se reparler de quelques éléments que vous avez soulevés là, prochainement. Merci. Merci. Donc, ça, c'est très important. On a passé beaucoup de temps sur ces 2 diapositives-là. Pourquoi? On ne voulait pas induire personne en erreur, mais on voulait vraiment distinguer l'acceptation d'agir comme comité évaluateur de la soumission pour approbation du projet. Et qu'on voulait indiquer aux gens, puis c'est le fun parce qu'on perd moins de temps, dès qu'on a le comité évaluateur, on peut demander l'examen de convenance. Mais bien sûr, l'examen de convenance institutionnelle va être dépendant de l'approbation éthique en bonne et due forme. Mais le processus peut commencer de façon parallèle. On n'est pas obligé de le faire de façon séquentielle et d'additionner les délais.
Puis le recrutement, là, les deux conditions doivent être réunies pour pouvoir commencer le recrutement. Et si vous saviez, comme il y a des projets faits par nos résidents dans les dernières années, où ce principe de base-là n'avait pas été compris. Et ça a fait des discussions intéressantes avec nos comités d'éthique qui ont souvent montré beaucoup de compréhension, étant donné que c'était des projets à très, très faible risque, il faut le dire, mais quand même. Qui ont exigé un changement. Ouais. OK, super. Là, je vais prendre des questions qui ont été soumises par écrit, puis je vais faire une synthèse dans le fond. Je vais jumeler les questions parce qu'ils rapportent au temps requis pour avoir l'approbation éthique puis le processus. Dans le fond, Marie-Thérèse, les chiffres que vous avez présentés, dans le fond, ça prend 1 semaine pour faire ça, ça peut prendre jusqu'à 4 semaines pour faire ci. Est-ce que ça, c'est quelque chose que c'est votre estimation ou ça, c'est basé sur des mesures de projets qui ont été observés et suivis? Donc ça, c'est comme une première partie de cette question-là. Puis l'autre partie, c'est si on estime qu'un délai de réponse d'un comité éthique est vraiment pas raisonnable, est-ce qu'il y a un recours qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un quelconque recours? Et à qui est-ce qu'on peut s'adresser à ce moment-là? OK. Alors, pour la première question, non, ce n'est pas basé sur une recension des écrits. Je serais curieuse de savoir si ça a déjà été publié et je vous avouerai que je suis allée sur mon expérience personnelle des 20 dernières années et celle de mes collègues avec qui j'ai eu plusieurs occasions de discuter de nos malaises et de nos déceptions et de nos irritations par rapport aux procédures éthiques. Mais ça vaut ce que ça vaut, c'est une donnée expérientielle. Je serais curieuse de voir s'il y a des, à part Marie-Dominique et d'autres chercheurs qui seraient en ligne, si ça correspond, si ça fait du sens, ces chiffres-là. Puis pour ce qui est du recours, je pense que ça revient à la dernière astuce. Je pense qu'il faut essayer, si on n'est pas satisfait, l'adjointe au comité d'éthique, c'est souvent du personnel administratif qui évidemment participe à la gestion de toutes les affaires du comité d'éthique, mais je pense qu'il faut essayer d'avoir un contact avec le président du comité d'éthique. Un contact téléphonique, aller voir l'adjoint, puis aller exposer de façon calme nos préoccupations. Et je ne connais pas de gens qui ont... C'est que si on procède de cette façon-là, en étant civil, mais je ne pense pas qu'il y ait un organisme de recours pour dire, ben là, ça fait 6 mois. Et je dois vous dire qu'on a eu un projet, nous, ça a été presque 6 mois, ce qui pour un projet à faible risque de révision de dossier, c'était pas raisonnable. Mais il y avait vraiment une incompréhension. Vas-y, Marie. Je vais rajouter quelque chose et je vais aller complètement dans le sens de ce que Marie-Thérèse vient de dire. À ma connaissance non plus, il n'y a pas de processus de contestation ou de plainte, là. Mais je pense à un projet résident qui était bloqué, qui était en fait un peu bloqué, puis c'était bloqué négativement. Et ce qu'il a fallu, d'une certaine manière, c'est une intervention directe. Et c'est moi qui avais pris le relais, là. Et ce que je me suis rendu compte très, très rapidement, c'est qu'il y avait une incompréhension de certains aspects du protocole. Et donc, ça devenait pour eux autres un projet à risque, alors que nous autres, on savait très bien que c'était à faible risque, mais une fois qu'il y a eu une meilleure compréhension du projet, à ce moment-là, c'est à leurs yeux devenu un projet à faible risque et de fait, tout a débloqué. Alors, on vous encourage vraiment beaucoup à clarifier, et même nous autres, il y a un conseiller d'éthique au CERES qui nous dit, appelez-nous avant même de déposer, on pourra vous indiquer c'est quoi les enjeux dans votre projet, à quoi vous devez faire attention, justement pour accélérer le processus et faciliter son examen avec le comité, soit plénier ou délégué, selon le cas. Il y a probablement des conseillers de ce genre-là dans chacun, en tout cas dans chacun de nos comités d'éthique universitaires là, pour les sciences de la santé. On a essayé d'avoir de ce conseiller-là des ententes avec des petits algorithmes, mais préférait vraiment que le chercheur s'adresse directement. OK. Je vais essayer de rentrer 2 dernières questions, peut-être que vous pouvez répondre brièvement. Ça, c'est une question de Nancy McLaughlin.
Pour un projet qui naît dans un UMF, mais qui voudrait inclure des cliniques médicales locales, GMF, mais pas UMF, à quel comité éthique s'adresser? Comité central du ministère. OK. Toutes les cliniques hors établissement, lesquelles on veut faire des projets de recherche, ben, l'approbation éthique doit provenir du comité central. Madame de Champlain est la présidente de ce comité-là, ou en soit certainement la conseillère avec qui on a affaire. Elle est très disponible et très aidante. Entre autres, elle a siégé à la commission parlementaire où il y avait question du changement du code civil pour des aspects de la recherche et de l'éthique, je pense à l'automne 2014. Et puis, elle a beaucoup défendu les chercheurs et les besoins des chercheurs pour faciliter le processus. Donc, c'est une interlocutrice vraiment, ça vaut la peine de la connaître et de ne pas hésiter à communiquer avec elle si vous avez une question. Parfait, super. Là, il y a quelqu'un, Mme Gilbert, qui pose une question pour, juste dans le fond, pour confirmer l'information. Donc, si la convenance peut débuter en même temps que le dépôt au comité éthique, la convenance ne se fait donc pas avec les versions finales des documents. Ceci implique donc que tout changement mineur au document peut se faire sans convenance dans un processus multicentrique. S'il vous plaît, confirmez. Veux-tu y aller ou tu veux dire? OK. Ce que je vous dirais, c'est que dans la nature des documents qui sont demandés pour l'examen de convenance, le protocole n'y est pas. L'examen de convenance institutionnelle a pour but de savoir est-ce que c'est faisable dans mon institution, est-ce que ça engage des ressources de mon institution, par exemple, est-ce que ça va exiger des examens, des laboratoires, de l'imagerie, est-ce que ça va exiger des locaux. Alors, l'examen de convenance est beaucoup plus un examen au niveau des ressources qui sont utilisées dans l'établissement. Et puis, évidemment, que l'établissement a des patients de ce type-là, par exemple, si on parle ici de sujets humains. Donc, le détail du protocole, ce n'est pas ce qui préoccupe la personne qui fait l'examen de convenance. Alors, donc, je pense que la réponse à cette question, c'est que, c'était longue la question, mais ça ne prend pas il ne faut pas informer le comité de convenance de tous les changements mineurs qui auront pu être apportés soit au protocole, soit au formulaire d'évaluation et de consentement. Mais s'il y a des changements, on peut imaginer que si la procédure est que là, tout à coup, on exige des labos qu'on n'exigeait pas, ce qui me surprendrait là, au niveau éthique, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait une demande. J'imagine à ce moment-là que le comité évaluateur demanderait, ça serait à la demande du comité d'évaluateur, ça ne sera pas le chercheur qui va le demander, ça pourrait être le comité évaluateur qui dirait le changement que vous demandez dans votre protocole va nécessiter que vous retourniez pour un examen de convenance. C'est bon, ça. Super. On va arrêter là pour la période des questions. Il est presque 1 heure. Donc, j'aimerais remercier énormément Marie et Marie-Thérèse. C'était fort intéressant. Marie-Thérèse, vous êtes avec nous le mois prochain. Oui! Excellent, c'est super. Donc, elle va présenter sur Discutons Santé. Je vous encourage de devenir membre du réseau si vous n'êtes pas membre du réseau déjà. Ça se peut très bien que vous recevez un sondage après ce webinaire. Donc, on vous encourage à compléter ce sondage pour vous aider à prendre des décisions par rapport au futur webinaire. Puis, on vous remercie d'avoir tous participé à cette excellente présentation. Merci beaucoup.